Alors, dans la mesure où l'État lui-même n'a pas compris qu'il y avait un lien entre la politique familiale et le paiement des retraites, c'est évident que du point de vue individuel, c'est pareil. Il y a énormément de gens qui ne voient aucunement en quoi le fait d'élever des enfants va préparer la retraite, leur propre retraite. Et personne n'y a intérêt. Individuellement, les gens ont intérêt à ne pas avoir d'enfants, à capitaliser un maximum et à compter sur les enfants des autres pour leur payer leur retraite. Alors, bien sûr, c'est pas forcément ce que tout le monde fait, et en général, les gens maximisent en ayant juste le nombre d'enfants qu'il faut pour que financièrement ils ne soient pas trop perdants, mais en tout cas, personne ne fait pression sur les gouvernements en disant favoriser les familles, puisque personne ne voit le lien qu'il y a entre les familles et les retraites. Et au contraire, dans une situation économique où les dépenses de protection sociale sont de plus en plus lourdes, où les générations de retraités sont de plus en plus nombreux, coûtent de plus en plus cher du point de vue de l'assurance maladie, il est évident que la pression se fait pour qu'il y ait de moins en moins de prestations familiales. Et le problème, c'est que non seulement l'échange est très déséquilibré en défaveur des familles, mais encore la partie collectivement assurée par les pouvoirs publics dans l'éducation des enfants est en net recul. Vous voyez sur ce tableau quel est le montant de l'investissement dans les enfants apprécié en pourcentage du produit national brut par tête. On voit qu'en 1949, la moyenne des prestations familiales par enfant était équivalente à 21,8% du produit national brut par tête. En 1970, c'est tombé à 10%, et en 2006, le montant des prestations par enfant s'est affaissé à 5,6% du produit national brut. Donc il y a un désinvestissement de la part de l'État, un recul de la part de l'État dans la partie de ce qu'il investit dans la génération à venir. Alors on le voit de façon très concrète, j'ai calculé ce que touchait une famille en 1954 et ce qu'elle touche aujourd'hui. Je l'ai rapporté au salaire moyen. Qu'est-ce que ça représentait par rapport au salaire moyen de l'époque et au salaire moyen d'aujourd'hui? Eh bien, on voit à quel point la politique familiale a été abîmée et a diminué. On voit par exemple que pour une famille de 2 enfants, à l'époque, en 1954, les prestations familiales représentaient 464 € par mois pour 2 enfants, alors qu'aujourd'hui, elles ne représentent plus que 113 € par mois, donc beaucoup moins. On voit que, par exemple, avec une famille de 3 enfants, eh bien, pour toutes les catégories familiales, que ce soit les cadres, les ouvriers, les employés, etc., il n'y avait pas de conditions de ressources, les allocations familiales, prestations familiales hors prestations logement, représentaient 781 € par mois, alors qu'aujourd'hui, on arrive péniblement à 403 € pour les familles dites modestes et à 257 € pour les familles dites riches. Donc, je ne vais pas détailler ce tableau sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans une formation complémentaire, mais on perçoit très bien à quel point il y a eu un désinvestissement de la part de l'État dans la politique familiale parce que personne n'a compris et personne ne le fait comprendre que c'était essentiel pour l'avenir des retraites qu'il y ait de l'argent qui soit investi dans les enfants et que les enfants ne venaient pas spontanément, simplement si on ne soutenait pas les familles. Donc en pratique, la question qu'on peut se poser, c'est si l'on veut que cet échange entre les générations fonctionne de façon cohérente, quelle solution? Alors je ne vais pas vous brosser le détail de ce qu'on peut imaginer, je pourrais le faire ultérieurement, mais j'ai plutôt essayé de vous expliquer quelle est la logique de la politique familiale et comment, en s'inscrivant dans cette logique, on pourrait rééquilibrer l'échange entre les générations et donc assurer l'avenir de nos systèmes de retraite.